Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ProCap suite à sa série des 5 webinaires sur le déconfinement. Aujourd'hui, nous avons engagé des mini-conférences que je réalise auprès de chacun de mes intervenants. Alors, ils sont au nombre de 15, donc on a quand même beaucoup de temps pour des mini-conférences. Toutes les semaines, on aura plein de sujets à voir. Aujourd'hui, le sujet est délicat. C'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère, néanmoins, il est grave. C'est le sujet des menteurs et des fraudeurs. Et nous avons une spécialiste, c'est Sylvia Brégé, qui est notre criminologue, une professionnelle de la détection du mensonge, qui peut vous aider sous la forme de formations et de conférences et d'ateliers bien spécifiques sur ce sujet. Alors aujourd'hui, je vais l'interroger sur des questions très importantes sur la détection des mensonges et des fraudeurs. Alors Sylvia, la première question, pourquoi est-ce si difficile de détecter que l'on nous ment? Alors oui, la détection du mensonge, ce n'est pas un sujet si simple que ça. On aimerait pouvoir détecter aussi facilement quand on voit la télé tous les menteurs qui sont là autour de nous, mais ce n'est pas si simple. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Pourquoi c'est difficile? Il y a plusieurs raisons. Il y en a trois, les trois principales. La première, on a fait des tests à travers des vidéos. On a eu un label de personnes, les personnes étaient diverses et variées. Et à chacune d'entre elles, face caméra, on leur a demandé de raconter une histoire vraie et une histoire fausse. Et ensuite, on a analysé les comportements. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que chacune de ces personnes avait sa propre méthodologie pour mentir, avait son propre comportement, avait ses propres structurations du scénario pour créer le mensonge. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en face, on a aussi des personnes qui ont leur propre façon d'observer les autres dans leur intégralité. Donc déjà, tu vois, ça va complexifier, ou en tout cas amener un taux de détection qui va être assez faible. Et le troisième problème, c'est qu'il y a des gens, notamment parce que là, on va parler des fraudeurs, donc notamment des professionnels qui sont en charge de trouver la vérité. Il y a des personnes qui ont des idées toutes faites sur un individu, qui sont persuadées que cette personne est soit coupable ou soit innocente, peu importe. Donc, il y a un jugement, il y a une conviction qui est là. Et ça aussi, c'est très dangereux parce que ça va fortement biaiser l'analyse que l'on va devoir faire durant l'entretien. Donc, ces trois problématiques, le fait que chacun mente à sa façon, le fait que chacun a sa propre façon d'observer, et en plus, on y va avec la conviction personnelle des uns et des autres, tu comprendras que là, effectivement, ça va complexifier la détection de la tromperie. Bon, alors on est encore plus embrouillé qu'avant. On va dire que là, c'est de plus en plus difficile. C'est pas un coup de baguette magique alors, hein. On est bien d'accord Ah. que la détection du mensonge, ça ne peut être fait que par des professionnels. Alors, ça peut être fait par des professionnels. Si on se base sur les statistiques, pour faire simple, quand on montre des vidéos, justement, de ces personnes qui racontent une histoire vraie, une histoire fausse, les résultats sont très simples. C'est le coup d'une chance sur deux. Ils découvrent les vraies réponses. Les gens disent, voilà, ça c'est un mensonge, ça c'est une vérité. C'est de l'ordre de 50%. D'accord? D'accord, les stats, c'est 50%. Les stats, c'est ça. Voilà, c'est vraiment une chance sur deux pour les personnes lambda. Mais les professionnels, ceux qui sont amenés dans leur travail à devoir poser des questions et découvrir la vérité, eh bien, les statistiques sont à peine supérieures que les personnes lambda. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on suit une formation ou une conférence au niveau des statistiques? Effectivement, ces derniers vont évoluer. C'est-à-dire que là, les personnes qui ressortent de ce type de formation ont une autre façon d'observer, ont une autre façon d'entendre et surtout d'interroger. Parce que le mensonge, il est là. Il est dans notre façon de communiquer nos questions, de créer nos questionnements. Tout part de là. Donc, en sortant d'une telle formation, d'une telle conférence, les gens perçoivent mieux la cohérence ou l'incohérence entre ce que leurs interlocuteurs leur disent, ça c'est une chose, mais en plus ce qu'ils vont leur montrer. Et quand on voit une incohérence, j'ai envie de dire, ça veut pas forcément signifier qu'il y a un mensonge, attention.
Il peut y avoir de l'incohérence pour de multiples raisons. Mais quand on voit un décalage, on va appeler ça comme ça, entre ce que la personne vous raconte et ce qu'elle vous montre, eh bien c'est là où vous devez rentrer dans la faille pour chercher à savoir pourquoi il y a ce comportement. Et c'est la façon dont on va poser les questions, eh bien c'est ça qui va tout changer. Alors, qu'est-ce qui peut aider alors à déterminer la détection du mensonge? Qu'est-ce qui peut aider à la détection? Alors, quel que soit l'entretien, parce que là, tu voulais qu'on parle des fraudeurs, mais en fait, ça Mhm. pourrait être aussi bien un entretien pour une enquête ou un entretien même, enfin, oui, un entretien pour une embauche, par exemple. Mhm. Oui. Euh, je dirais que ce qu'il faut éviter, on va déjà commencer par là, c'est de rechercher le mensonge à tout prix. Parfois même, tu sais, en tendant des pièges. Parce qu'en fait, il y a d'autres méthodes qui ont fait leurs preuves. Et l'une des méthodes, j'en reparlerai un petit peu plus tard parce qu'elle est vraiment importante, c'est de créer du lien. Mhm. Donc, quand on arrive à établir une mise en confiance avec l'autre, ça va simplifier l'entretien, ça va le fluidifier, ça va faire gagner du temps, tu vois. C'est une méthode qui fonctionne bien, notamment dans l'enquête. Le fait de créer du lien avec l'autre, ça permet de faire avancer les choses. Et puis, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Toutefois, on va mettre un petit bémol, il y a quand même des minorités. Je vais revenir les fraudeurs. J'ai pas mal de fraudeurs, il y a quand même des menteurs qui sont hyper expérimentés. Et ce sont des gens, si on essaye de créer du lien avec eux, ça va pas forcément les intéresser ni les amadouer de quelque façon que ce soit. Donc oui, évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, ce que je suis en train de dire là. Mais quel que soit le type d'individu que l'on va avoir en face de nous, que ce soit pour une enquête, que ce soit pour une embauche, peu importe, on doit mettre l'autre en confiance. Ça, c'est la base même de tout entretien où on recherche à comprendre quelque chose par rapport à une situation bien précise. D'accord. Mais alors, est-ce qu'un geste peut trahir un mensonge ou un menteur? Alors, oui, ça, on en entend beaucoup parler. En fait, le langage non verbal va t'indiquer beaucoup de choses sur quelqu'un. Euh, on peut, euh, on peut y cerner, par exemple, ses besoins. On peut cerner ses émotions, bien évidemment. On peut aussi cerner certaines de ses intentions. En fait, quand vous éprouvez quelque chose, le corps y réagit immédiatement, tout de suite. Il y a une réaction qui va être très spontanée. Mais le langage non verbal n'est pas là pour souligner un mensonge. En fait, notre langage non verbal, il met en lumière notre état émotionnel. Ce sont deux choses très, très différentes. Tout au plus, il va souligner, c'est ce que je disais tout à l'heure, soit de la cohérence entre ce que la personne raconte et ce qu'elle montre, soit de l'incohérence. C'est ça qui est intéressant dans ce domaine-là. Mhm. Mais on n'a pas de gestes liés au mensonge. C'est pour ça, je vous en prie, faites attention quand vous achetez certains livres où on vous explique tel geste signifie tel mensonge, etc. Ne tombez pas dans ce piège parce que ça n'a le non-verbal, il n'est pas là pour ça. Il faut être beaucoup plus respectueux de notre corps que ça. En plus, là où parfois, dans un entretien, par exemple, on revient à nos fraudeurs, euh, on voit subitement un non-verbal où la personne montre qu'elle est pas cohérente avec ce qu'elle nous raconte. Tout de suite, on se dit, hein, il y a un truc louche, c'est peut-être du mensonge derrière tout ça. Là où on croit voir du mensonge, en fait, ça peut être tout simplement de l'inconfort. Et l'inconfort, il est dû à quoi? Il peut être dû au contexte, on est dans une situation stressante, ça n'a rien à voir avec le mensonge. Euh, ou alors même, ça pourrait être je suis stressée par rapport à la personne qui est en face de moi et par rapport à sa façon de me poser les questions. Donc, tu vois, Mhm. il y a un panel très, très varié qui peut amener effectivement à avoir une fausse image du langage non verbal. Et ça, c'est un problème. Et autre chose, il faut faire très attention aussi, j'ai envie de dire, à l'aspect culturel de tout ça. Parce que chaque culture va déterminer sa propre norme de communication. Par exemple, je crois voir un signe chez toi qui me dit, tiens, elle pense ça. Et en fait, non, dans ta culture, ça signifie tout à fait autre chose. Donc là aussi, ça peut fortement mettre à mal une analyse que l'on porte sur l'autre. Donc il faut faire très attention à tout ça. Le langage non verbal, il faut être respectueux de ce que l'on voit, ne pas se hâter dans son analyse et se dire que
effectivement, il peut y avoir de l'inconfort, il peut y avoir de multiples explications qui viennent expliquer que la personne est dans cet état émotionnel. Et par rapport aux fraudeurs, justement, en matière de mensonges, ce sont des personnes qui sont habituées, tu sais, à mentir à leur famille, qui sont habituées à mentir à leurs amis. Donc, mentir devant un illustre inconnu, ça ne va pas leur poser beaucoup de problèmes. Ce sont des personnes qui sont très expérimentées en matière de mensonges et ce sont donc des gens qui arrivent à avoir, au niveau mental, qui visualisent des images, qui vont même incorporer des émotions, des sensations, des personnages. En fait, ils vont te créer un scénario qui va très bien tenir la route. Donc là, ça aussi, c'est difficile de détecter un menteur quand il est très expérimenté. Et autre problème, car ça ne s'arrête pas là, c'est que ces fraudeurs qui sont habitués à mentir, les statistiques, si on y revient 2 secondes, nous montrent qu'eux-mêmes ont un score qui est supérieur à la normale pour détecter les menteurs. C'est-à-dire que si on essaye de les manipuler un petit peu pour savoir la vérité, eh bien, ça va être compliqué parce que eux-mêmes perçoivent bien le mensonge. Évidemment, ils sont habitués eux-mêmes à avoir un apprentissage de tout ça. Donc, voilà, plus le menteur est expérimenté, plus ça va complexifier l'entretien. D'où l'intérêt de bien préparer tout ça. Alors bon, c'est vraiment un sujet important et alors à vous, recruteurs qui nous regardez aujourd'hui, premier conseil, pas d'interprétation de la gestuelle non verbale, hein, pas d'interprétation par exemple de tous les petits gestes, on se gratte le nez ou des choses comme ça, c'est très dangereux parce que vous pourriez mal interpréter les choses. Voilà, ça c'est des conseils importants, merci Sylvia. Alors du coup, sur quoi se baser avant d'interroger une personne que l'on soupçonne de fraude ou de mensonge? Sur quoi se base-t-on? Déjà, les personnes qui interrogent, que ce soit pour la fraude, pour une enquête ou un responsable de ressources humaines, sont des personnes qui ont été préalablement formées à observer, préalablement formées à écouter et à la façon de poser des questions. Donc, ils connaissent tout ça. Néanmoins, il faut quand même se poser quelques questions avant de commencer un entretien avec un individu. Donc, vous avez un dossier, vous avez des choses dedans et vous savez que vous allez interroger une personne bien spécifique. La première question qu'il faut se poser, c'est sur quoi se base votre suspicion? Est-ce que cette suspicion se base sur des preuves irréfutables? Là, on a tout dans le dossier, hein, tout est là. Bon, dans ces cas-là, c'est super, c'est-à-dire que l'entretien devrait être relativement rapide. Mais on doit aussi se poser la question, est-ce que finalement ma suspicion, elle se base sur une rumeur, sur les dires d'une tierce personne? Et dans ces cas-là, les preuves ne sont pas suffisantes. Donc, est-ce que vous pouvez avoir des preuves plus concluantes? Si c'est le cas, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, il va falloir bien préparer vos questions à partir des quelques éléments que vous avez. Et il faudra une vision, je vais y revenir aussi tout à l'heure, une vision panoramique de la situation. Et enfin, ça aussi, c'est vraiment important, j'insiste, faites attention à vos convictions. Si vous pensez qu'une personne est coupable et c'est pas possible autrement, ça va vraiment détériorer votre entretien et vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous espérez. Donc, il faut vraiment avancer au cas par cas. On démarre avec les éléments que l'on a et puis une fois qu'on est face à la personne, effectivement, on va poser des questions. Les réponses vont amener d'autres interrogations. Donc, il faut aussi laisser son instinct se mettre en place et en même temps avoir la logique du questionnement. Parce que j'insiste lourdement, le mensonge, on le trouve beaucoup à travers le verbal. Pas le non-verbal. Le non-verbal, c'est autre chose. Il accompagne un mal-être, etc., éventuel. Mais c'est surtout dans la façon de parler, dans les détails que l'on donne, dans la construction des phrases que l'on va percevoir s'il y a une éventuelle tromperie ou pas. Après, ouais, voilà, c'est tout ça. Il faut vraiment faire attention. La base, c'est d'où part ma suspicion. Tout part de là. Et après, on va pouvoir construire quelque chose, un entretien qui sera solide. L'objectif étant de repartir avec des éléments, de vérité. Une fois qu'on a fini l'entretien, on doit avoir des réponses.
Tu parlais tout à l'heure de la création du lien, mais comment créer un lien avec une personne que l'on soupçonne vraiment de nous mentir? Alors, en fait, quand on a un entretien, quel qu'il soit, il va falloir exploiter tout le potentiel humain. Mhm. C'est-à-dire que, on revient à tous ces professionnels dont on a parlé, dont on parle depuis tout à l'heure. Ce sont des personnes qui connaissent les stratégies, justement, qu'il faut utiliser Mhm. pour faire parler la personne. Mais en aucun cas, il ne faut sous-exploiter ce capital humain. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque un individu est convoqué, parce que c'est le mot, on est convoqué à un entretien, Oui, c'est vrai. que ce soit pour une police Ouais. d'assurance, pour une enquête, un entretien d'embauche est une forme de convocation. Mhm. Oui. C'est stressant pour l'individu. C'est extrêmement. Il y a un enjeu pour cette personne. Il y a vraiment un enjeu important. Donc, forcément, cette personne va véhiculer, on en revient, des gestes de malaise, de gêne. Et c'est là où, dès le départ, il faut rassurer la personne. C'est-à-dire qu'on doit la mettre à l'aise. C'est tout bête, hein. D'abord, la personne, elle rentre, on lui dit de s'asseoir, on se présente et on lui propose, par exemple, un verre d'eau ou une boisson chaude. Tout de suite, ça permet de se poser. Et puis, on pose des questions avec politesse, courtoisie. En fait, c'est vraiment votre civilité qui va placer la confiance de votre interlocuteur en vous. Et c'est ça, en fait, qui va amener à avoir un entretien qui soit le plus pertinent possible. C'est-à-dire que si en face de vous, vous avez une personne finalement qui est innocente, elle n'a rien à voir dans le dossier, eh bien, elle aura eu avec vous un entretien courtois, respectueux. Et si la personne qui est en face de vous est coupable, elle a nié les faits au début, puis vous Mhm. avez créé ce petit lien avec elle qui fait qu'à un moment donné, eh bien, une parcelle de la vérité, voire la globalité de la vérité, ressort. Donc là, vous avez réussi dans les deux cas de figure, que la personne soit coupable ou innocente, vous avez, euh, j'ai envie de dire, réussi votre entretien. Il ne faut pas oublier l'écoute active. Elle est utile, j'ai envie de dire, au-delà des entretiens, dans toutes les conversations. L'écoute active face à votre interlocuteur, c'est donc d'écouter, bien sûr, mais pas que, c'est de poser des questions ouvertes. Vous avez besoin d'avoir le maximum de détails dans les réponses que l'on vous donne, parce que c'est peut-être là où va se cacher la fameuse faille que vous recherchez, qui n'est pas cohérente avec, par exemple, le planning que la personne était censée avoir. Mhm. Euh, Quand on écoute, l'écoute active, c'est écouter sans interrompre. Et ne pas se laisser interrompre soi-même, ça c'est vraiment important. Ne vous laissez pas déranger par le téléphone, enfin dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas toujours simple. Ne vous laissez pas déranger par votre téléphone, ni par une tierce personne, parce que ce petit lien que vous créez avec l'autre, il est très fragile. Et la moindre petite chose pourrait claquer ce lien. Donc il faut être respectueux de ce que vous avez créé, de cette mise en confiance. Et aussi, je terminerai, c'est très très important. Vous avez votre dossier, donc, vous avez des preuves irréfutables, comme quoi la personne qui est en face de vous est par exemple coupable des faits dont on l'accuse. Ça ne doit pas vous empêcher d'avoir une vue panoramique sur l'ensemble de ce dossier. Je m'explique. Ok, vous allez interroger quelqu'un. Ok, vous avez des éléments sur cette personne. Mais vos interrogations vont devoir aller encore plus loin. Parce que peut-être, par exemple, que cette personne, elle a des complices. Et ce serait dommage que de se concentrer que sur elle et de ne pas avoir cette vision panoramique qui vous aiderait à aller plus loin et à obtenir encore plus d'informations et donc à alimenter encore plus le dossier. Finalement, cette personne, elle n'est pas toute seule à avoir agi. Il y a d'autres gens. Donc, il ne faut pas se focaliser que sur les éléments du dossier. Il ne faut pas se focaliser que sur une seule personne. Il faut vraiment émettre des hypothèses alternatives. C'est-à-dire, même parfois, il faut tout imaginer. Il ne faut pas avoir peur de voir si c'est cohérent avec le dossier. Donc tout ceci permet d'avoir des entretiens qui soient les plus respectueux possibles et qui amènent plus facilement, on perd moins de temps qu'à réfléchir à des stratégies d'attaque, de pièges, Mhm. etc. Ça peut marcher avec certains, mais dès le départ, quand on a, j'insiste vraiment, quelle que soit la personne qu'on a en face de nous, il faut créer un climat de confiance. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Créer un climat de confiance, ça va simplifier les choses. Après, il y a des gens qui sont hermétiques à ça. Oui, c'est vrai. Mhm. Mais c'est pas grave, dans ces cas-là, on change de technique, on le voit ça, hein. Encore une fois, les gens qui mènent ces interrogatoires ou ces entretiens sont habitués, ils savent reconnaître. Donc
voilà, j'ai envie de dire que c'est tout ça dont il faut essayer de se servir pour être sûr de remplir cet objectif qui est la recherche de la vérité. En fait, j'ai envie de dire, plutôt que de rechercher le mensonge dans un entretien, encourager l'autre à être honnête. Dites-lui, D'accord. j'ai confiance en vous, vous allez me dire la vérité, on va collaborer ensemble. Il y a des mots, euh, il faut le faire dès le départ. C'est important parce que ça va être plus embêtant pour la personne de mentir à quelqu'un, même si elle ne connaît pas cette personne, avec qui il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a une création de lien et de confiance durant ce moment qu'on va passer ensemble. Donc, il faut vraiment tout baser là-dessus. Et si en cours de route, il faut changer de tactique, eh bien, les professionnels le savent, ils changeront de tactique à ce moment-là. D'accord, très bien. Donc, création du lien, Ouais, ça c'est important. devenir presque complice avec la personne, respect, Oui. toujours garder du respect pour la personne, quelle qu'elle soit, et quelle que soit l'a priori qu'on a eu au début. Et pour faire avouer quelqu'un, qu'est-ce qu'on aurait comme solution à part ces deux choses-là? Bah, ça va dépendre, un, des faits, deux, de la personnalité de la personne, bien évidemment, parce que ça joue beaucoup. Mais je pense vraiment que pour aider à l'aveu, pas pour faire avouer, mais pour aider à l'aveu, la base de tout, c'est vraiment cette confiance que l'on va miser sur l'autre et que l'autre doit miser sur nous pour que l'entretien se passe bien. Il faut de la collaboration. D'accord, Voilà, c'est un très bien. travail de collaboration entre la personne qui est interrogée ou la personne qui passe un entretien. C'est-à-dire que même le recruteur doit se placer en qualité de collaborateur avec l'autre pour chercher à comprendre, à observer et à mieux définir qui est en face de nous. Donc ça, Parfait. c'est le maître mot, ouais, collaboration. C'est un joli mot. Non, mais ça terminerait très très bien cette mini-conférence, Sylvia. Collaboration. C'est Ouais, exactement ce qu'on est en train de faire toutes les deux. oui, Collaboration. ouais, Et je ouais, ouais. t'interroge, je Oui, t'interroge un peu comme si j'étais en train de t'interroger lors d'un entretien de recrutement, hein. Mais je t'ai déjà recruté, Sylvia. bah Tu voilà, fais donc partie des je partenaires suis à l'aise. ProCap. Ça y est, tu es à l'aise. Eh ben, moi, je trouve que c'est très, très bien. C'est parfait de pouvoir parler de ces sujets-là. Ça peut aider beaucoup de personnes, je pense. Je pense aux recruteurs, je pense au service des ressources humaines, mais je pense aussi aux services commerciaux qui se retrouvent devant un client qui ne dit pas tout, mais même une personne qui se retrouve devant un fournisseur qui veut cacher quelque chose, qui veut cacher un vice de son produit ou de son service. Oui. C'est quand même bien pour nous, pour notre culture personnelle, de savoir ces choses-là. Donc, je pense, Sylvia, que tu nous as beaucoup aidés. Et pour les personnes qui voudraient être aidées encore plus, qu'est-ce que tu proposes comme outil? Là, venons à quelque chose de concret. Aujourd'hui, tu nous as parlé, tu nous as fait cadeau de ces informations, mais qu'est-ce que tu proposes, par exemple, à une société comme outil pour aider à détecter le mensonge, ou tout simplement aider à travailler sur le langage non verbal? Alors, l'outil de base, c'est vraiment d'apprendre à observer autrement. Tout ce que j'ai mis en place, c'est vraiment pour aider les gens à observer autrement, pour communiquer harmonieusement. Voilà. Donc, ça part sous un format de conférence, donc un format court, ou des formats plus longs, comme des formats de formation, où on apprend justement à différencier ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire à ne pas tomber dans le piège facile de un geste égale peut-être un mensonge, des choses comme ça. Ce sont des erreurs qui peuvent être totalement regrettables dans un entretien, quel qu'il soit. Donc voilà, il y a une conférence sur le mensonge, justement. Alors, est-ce que finalement le mensonge est si négatif que ça? Et comment le repérer quand il est là? Et à travers les formations, ça peut être une formation sur le langage non verbal et sur le mensonge. Donc d'abord, on apprend comment observer l'autre dans son intégralité avec le respect que tout cela importe, parce que on ne sait pas la personne en face de nous, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, à part quand on la connaît bien. Mais donc il faut toujours avoir cette notion de respect
dans notre analyse, dans notre observation, pour que ça reste le plus bienveillant possible, même dans les négociations. Hein, des fois, j'ai affaire à des vrais requins dans le monde de la négociation. Eh bien, c'est de réapprendre à observer l'autre, non pas pour vendre à tout prix, mais pour comprendre ses besoins. Et là, on vend beaucoup mieux à partir de là. Donc oui, c'est étudier le comportement, comprendre ce que la personne en face de nous, quelles sont ses attentes et comment y répondre. Comment aussi véhiculer le bon non-verbal, hein, parce que c'est important. On est toujours dans la collaboration, dans la communication. Donc voilà, ça peut passer à travers des conférences, des formations, une demi-journée, une journée, 2 jours, si on a besoin vraiment d'aller plus loin. Et ça donne des déclics psychologiques. C'est-à-dire quand on sort de là, déjà avec 1 heure de conférence, c'est toujours très drôle de voir comment les gens réagissent, comment ils s'observent les uns et les autres. Ils ont déjà les techniques qui sont rentrées dans leur tête et ils sont déjà prêts à percevoir autrement leurs interlocuteurs et à réagir d'une toute autre manière pour proposer quelque chose, quelle que soit la chose en question. Donc voilà, ce sont des outils, oui, vraiment basés sur l'observation, la communication, mais la communication silencieuse. C'est qu'est-ce que je vois et comment je vais y répondre. C'est parfait. Tout est basé sur le respect, la bienveillance, l'empathie et tout ça, c'est ce qu'on met en avant chez ProCap pour vous aider. Donc, merci beaucoup Sylvia. Tu es un Merci petit à peu toi, la Catherine. magicienne hein, dans l'ensemble de nos collaborateurs ProCap. Tu es un petit peu la magicienne. Tu nous apprends beaucoup de choses et il y a encore beaucoup de choses à apprendre de toi. Merci beaucoup à toi. N'hésitez pas à aller voir la chaîne ProCap, la chaîne YouTube ProCap. Vous allez y retrouver la série des 5 webinaires, quelques mini-conférences qui sont déjà en ligne et celle-ci que vous allez pouvoir revoir en replay. N'hésitez pas à vous abonner parce que toutes les semaines, vous aurez un sujet en mini-conférence qui sera traité, tout aussi intéressant que celui-là. Et certainement que Sylvia reviendra parce que j'aurai d'autres idées pour l'interroger. C'est une mine d'informations et je vous dis, c'est notre magicienne. Donc, j'aurai très certainement d'autres sujets à voir avec elle. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir. Au revoir.